calendrier, on avait prévu que ce mardi serait sur la thématique des couleurs, parce que c'est une thématique que nous, on entend parler régulièrement en Mayenne avec les particuliers, les élus, etc. Et donc on a choisi ce soir d'être accompagné par Hubert de Pontbriand, qui est président de l'association Chaillant, tout nouveau, Chaillant-sur-Ernée, et aussi Martine Amberger, qui est architecte coloriste. On a travaillé souvent ensemble, ça est arrivé dans le passé, et puis qui a travaillé récemment, il y a quelques temps, sur le Maine-et-Loire, sur un document de couleurs justement. Et pour certaines personnes, les petites cités de caractère, on a eu une présentation avec l'ABF du Maine-et-Loire, l'architecte des bâtiments de France, de ce travail. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire une balade un peu commentée à la fois par Monsieur de Pontbriand et Martine Amberger. Et puis peut-être au bout de, j'ai dit une heure et quart, on va voir. Monsieur de Pontbriand s'est proposé qu'on aille dans le jardin remarquable, ancien label, du château de Clivois. Voilà. On pourra poursuivre une présentation de Martine sur la couleur, qui va être plus théorique, on va dire, mais très pratique quand même, parce qu'elle travaille tous les jours sur cette thématique, et une présentation de du jardin. Oui, enfin, ce sera très libre. Enfin, on va voir, on va bien voir. Voilà, et puis on pourra terminer par un petit verre comme ça, chacun peut parler librement les uns et les autres ensemble. Voilà, si ça vous va. Du coup, on commence... Je vous propose peut-être de faire juste, et aux élus aussi, je veux pas... je veux dire, vous couper l'herbe sous le pied, mais je pense que je peux faire une toute petite présentation du côté patrimonial de la commune. Et puis ensuite, on va se promener, et puis on va regarder toutes les histoires qui vous sont plus, qui vous intéressent plus, et qui sont les histoires des couleurs. On peut peut-être faire comme ça, parce que sinon, moi je ne sais pas parler des couleurs, sauf les voir et les avoir utilisées en montant. On s'est mis là parce que c'est l'endroit où on voit, à mon avis, un petit peu la cité, en tout cas vue d'en bas. Sachant que c'est très intéressant de la voir vue d'en haut, mais on n'a pas le temps. Il faudrait vraiment aller là-bas, c'est très compliqué. En plus, il n'y a rien qui correspond aux couleurs si on regarde là-haut. Donc ça n'a pas forcément l'intérêt par rapport au thème de la réunion. Donc la première chose qui frappe quand on est là, je pense, c'est de voir ce rocher avec cette vierge, et puis de voir aussi peut-être la rivière, le moulin, enfin le bruit de l'eau, tout ça c'est très caractéristique de la petite cité. Un tout petit peu d'historique, tout petit peu. Chaillant, c'est, disons, mentionné de façon précise il y a déjà très longtemps, bien des milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est déjà un site, puisqu'on va retrouver des pierres taillées, on va retrouver des outils préhistoriques ici, donc on est vraiment dans un endroit qui a été habité depuis fort longtemps. Ça s'appelait, enfin, je vais un peu vite, hein, ça s'appelait, on va dire qu'à partir d'un certain temps, ça s'est appelé Coagland, pour finalement devenir Chaillant. Voilà. Mais enfin, ne mettez pas les dates en face des mots que je vous dis, parce que là, il faudrait rentrer dans le détail. Bon. Donc tout ça a fait que cette petite cité est devenue une petite cité de caractère, parce que franchement, il y avait là un ensemble intéressant. On est dans la partie, je l'ai appelée neuve de la commune, parce que toute la partie ancienne est de l'autre côté du pont. Là, on est dans la partie neuve. Alors c'est pas neuf, hein, mais c'est simplement que par rapport aux dates de construction et d'habitabilité, c'était d'abord de l'autre côté du pont et après ici. Le pont, pour mémoire, enfin celui-là en tout cas, a été, la première pierre a été posée le 1er décembre 1863, si ma mémoire est bonne. Donc c'est vraiment l'élément qui va faire que le village va pouvoir s'étendre de l'autre côté. Bien. Quoi vous dire, on voit ici un moulin, donc je pense que ça aussi c'est une des caractéristiques de Chaillant, c'est l'eau, hein, c'est la rivière. Là c'est un moulin à blé, à grains. On a vers Clivois, là où on va aller, un autre moulin qui est chez moi.
Et puis, si on remonte en amont sur la rivière, ce ne sont pas des moulins, mais ce sont les forges qui ont fonderie et forge. Fonderie et pas fonderie, hein, parce que quelquefois les autres se trompent. Fonderie, là où on fend le fer, hein, qui est produit, où l'acier qui est produit dans les forges. L'histoire des forges, c'est pareil, c'est très très intéressant, mais c'est pas l'objet du jour. On peut simplement dire quand même que ça a été une exploitation pendant 300 ans à peu près, très importante d'un point de vue industriel, puisqu'il y avait eu au moins environ 500 ouvriers peut-être à l'époque qui travaillaient là-bas, avec au moins autant de chevaux, parce qu'il fallait transporter tout ça. Bon, et donc il y a eu énormément de gens. Et ça posait des problèmes sociaux, parce que les ouvriers ne se mélangeaient pas aux gens du village et étaient accusés de tout un tas de méfaits et de maux. Enfin, c'était assez compliqué, c'était pas simple. Bon, et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté, donc d'un seul coup, Chaillan a perdu 500 habitants, d'un seul coup. Donc ça a dû faire un choc économique. Bon. Alors après, si on veut en revenir au problème de l'habitat plus proprement dit, ben on voit qu'il n'y a pas véritablement... Ça ne se jette pas à notre figure, il n'y a pas véritablement une architecture exceptionnelle. On n'est pas à Rochefort-en-Terre, on n'est pas, bon, on a une architecture qui est intéressante, qui est jolie, c'est des bâtiments les uns autour des autres, qui s'accrochent, si on a un petit peu plus loin, le long des rochers. Tout ça est intéressant, mais il n'y a pas de monument historique en soi qui soit là devant nous, contrairement à un certain nombre de villages qui, eux, sont faits de monuments historiques. Mais c'est une caractéristique, c'est pas forcément un défaut. C'est-à-dire que l'habitat en général est un habitat plutôt 19e, reconstruit 19e, avec tout un tas de caractéristiques 19e qui elles aussi sont intéressantes. La seule chose qui peut être classée ici, enfin qui est classée, c'est dans l'église, ce sont les vitraux de l'église qui sont les vitraux d'Allaume. L'église, la grande église qui est là, a été construite elle aussi sur l'emplacement de l'ancienne église, exactement. Ça c'était 1892 à 95 par l'architecte Hauck, qui était l'architecte ce qu'on appellerait l'architecte des bâtiments de France aujourd'hui, mais qui avait une activité libérale. Voilà. Et donc il a reconstruit cette église à ce moment-là. Donc pas de bâtiment classé dans Chaillan. C'est intéressant parce que quelquefois on se dit petite cité de caractère, et bon alors il faudrait, oui, alors il y en a quand même un, c'est à la Forge. Hein. La Forge, le bâtiment des ouvriers est inscrit à l'inventaire des monuments supplémentaires des monuments historiques. Il fait partie de la commune de Chaillan et il est essentiel parce que c'est une des conditions, je le dis pour ceux éventuellement qui ne le sauraient pas, c'est une des conditions pour lesquelles pourra pouvoir adhérer aux petites cités de caractère. Il faut qu'il y ait au moins un bâtiment qui soit inscrit ou classé. Sinon on ne peut pas. Donc c'est donc voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut parler, alors l'architecture, 2 mots, puis après je vous laisse la parole, on va regarder sur l'architecture, je viens de le dire, c'est très 19e, avec des ajouts qui sont quelquefois un peu malheureux. Bon, bah on fait avec, hein, on va pas demander aux gens de détruire leur maison, c'est impossible. Ça c'est par exemple, je prends cet exemple-là parce que je suis devant, mais le petit bouquet là n'est pas forcément très cohérent par rapport au reste. Voilà. Bon, oui, mais bon, disons qu'il n'est pas traité de façon très cohérente. Voilà. Hein. Bâtiment principalement en pierre, on est dans la partie granit, contrairement aux villages qui nous entourent. Si vous prenez Andouillé, si vous prenez La Baconnière, si vous prenez Saint-Germain-le-Guillaume, regardez les églises, alors La Baconnière n'a plus grand chose, mais regardez les églises, en général c'est de la pierre blanche. Ici c'est du granit. C'est-à-dire qu'on est rattaché, c'est vraiment la coupure, hein, c'est la coupure. Et le granit c'est plus austère et c'est la partie, disons, qui est raccrochée plus vers Fougères. Vous voyez, Ernée c'est que du granit par exemple. Hein, voilà. Bon. Granit, donc granit, pierre de construction assez classique, des schistes ou des grès. Hein, et puis beaucoup d'entourages en granit, on les voit là par exemple ici, des entourages en granit taillés, c'est typiquement du Vienne, c'est du Châtelet, très ordonnancé pour les chaînes d'angle, notamment pour les ouvertures. Alors après il y a des ouvertures qui ont été faites parce que là c'était la pharmacie, donc il y avait besoin de plus grands. Bon, et donc voilà, c'est ça ce qu'on a trouvé. Mais vous allez regarder, pratiquement on ne trouve pas de pierre blanche ici. Pratiquement. Alors qu'à Andouillé on va en trouver. Ou à La Baconnière.
Voilà. Et au milieu de tout ça, la couleur. Voilà. Alors, Oui, pardon. alors au milieu de tout ça, la couleur. Alors, voyons voir. Voilà. Et je Alors, moi, je finis. découvre. Voilà, donc, voilà. Et je vous laisse avoir 2 secondes. Donc la couleur qui avait été lancée déjà il y a un moment, puisque ça a été fait au moment de l'adhésion de petite cité de caractère, puis par la création de la ZPPAUP à l'époque, qui demandait donc qu'il y ait une vigilance quant à l'utilisation des couleurs. Alors couleurs, bien sûr aussi sur quel support, hein, parce que donc on demande des supports qui soient des supports bois, au moins dans le cœur du village, voilà, dans le cœur du village. Pas après ça, si c'est dans le lotissement, si c'est derrière, ça n'a plus du tout la même importance. Mais si ici nous sommes entourés que de PVC ou d'alu, ça va pas. Enfin, c'est mon sens. Bon, après, la municipalité est là libre d'organiser comme elle veut. Mais c'est le sens, en tout cas, de tout ça, c'était ça. C'était de se dire, il faut qu'on ait quelque chose qui soit correspondant et la couleur. Et je vous laisse. Alors en fait, avant de parler de couleur, il faut parler de matière, puisque c'est le principal atout et c'est le principal matériau sur lequel on va s'appuyer pour faire des colorations de façade, ou au moins des harmonies. Et donc là, on voit sur l'ensemble du village, bon, moi je ne connais pas très bien cette région, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de maisons en pierre. Et donc l'important, c'est ça, c'est la pierre et les enduits qui sont faits pour tenir cette pierre-là. Donc on a ici une grande majorité de tons ocre. Et du coup, ensuite, l'atout qu'on a ici, c'est qu'en fait, il reste quand même beaucoup de menuiseries en bois, donc on peut les peindre. Donc ça, c'est important. Et il reste beaucoup de volets. Et donc ça, c'est super aussi, parce que c'est là-dessus qu'on peut apporter de la couleur. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Et sinon, en fait, on va aller de l'autre côté, pour faire un peu plus d'ombre. Et on va pouvoir voir que sur chaque façade, en fait, on a un contraste qui se crée entre les murs en pierre et ce qu'on appelle les ponctuels, donc les menuiseries, les volets et les portes d'entrée. Et donc ça, c'est intéressant d'examiner ça pour comprendre un peu mieux comment ça se passe. Bon, c'est un bâtiment, il est atypique, mais il est quand même bon, alors lui, il n'a pas été refait parce que je ne connais pas toute l'histoire, mais enfin, pour l'instant, en haut, c'est vraiment en premier état. Et donc, il n'y a pas de... Et il y a des briqueteries dans le coin ou comment ça se passe? Il y en avait, ouais. Il y en avait, mais il n'y en a plus. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a cette utilisation de la brique oui, il y en avait à la Baconnière notamment, hein, une briqueterie à la Baconnière. Hein. Oui, il y en avait une petite là-haut, parce qu'on a encore des briques Chaillons. D'accord. Ah oui, oui, ok. oui. Non, là c'est intéressant, peut-être la rue des Forges. On a des bâtiments quand même beaucoup plus anciens. Là. Oui, celui dont avec les volets un peu bleus, enfin bleu, je sais pas le mot, mais je sais pas. Si, c'est un bleu. C'est un bleu. T'as trois bleus. Quel bleu? Il est assez intéressant. Hein. Quel bleu, un vert et un marron. Voilà. Il est assez intéressant. Là, c'est des bâtiments qui ont été transformés. Je parle de la boulangerie. Oui. Ça a été transformé. Avant, ça a été un café, ça a été des états d'utilisation, donc ça a été découvert. Mais au début, évidemment, c'était dans la cohérence du premier étage. Voilà. Alors que là-bas, après, c'est plus cohérent. Vous voyez, on a, par exemple, la porte les volets qui sont dessus. On voit bien que le bâtiment est beaucoup plus ancien. Ne serait-ce que la pénétration des pierres de jambage de la porte dans la maçonnerie, on voit bien que c'est fait pour être avec une maçonnerie pierre vue, hein, et non pas un enduit. Alors que sur une partie comme ça, on ne pourrait pas imaginer autre chose qu'un enduit. Oui, ce serait très laid si ce n'était pas fait avec un enduit. Voilà. En fait, est-ce qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été, dont l'enduit a été enlevé en fait Alors, un certain nombre, par exemple celle qui est là-bas, tout là-bas, ça c'était pas fait pour être en pierre. Oui, les volets bleus qui portent, c'est même la pharmacie, l'ex-pharmacie. Elle rentre dans la maçonnerie, on voit bien, contrairement à des pierres droites et bien taillées, et donc elles sont au même niveau, au même nu que la façade, donc c'est assez logique d'avoir un enduit pierre vue qui vient en fait faire la continuité sans qu'il y ait une surépaisseur. Quand on regarde l'église, il y a une surépaisseur. Hein. Donc là, on est typiquement sur une maçonnerie qui nécessite ce genre de... Un enduit serait incohérent.
oui, ok, ah bah si. Donc voilà. Alors pour reprendre sur cet exemple de maison ancienne, en fait là au niveau de la couleur, donc il y a effectivement la matérialité du mur. Donc là c'est important parce que ça donne une présence très forte. Ensuite on a les menuiseries, les volets, la porte. On a la corniche, qu'il ne faut pas oublier, corniche en bois et les petites lucarnes. Et donc en fait ce sont sur tous ces éléments-là qu'on va pouvoir apporter de la couleur. Alors là on a un traitement qui est un peu différencié puisqu'on a les linteaux qui sont d'une couleur avec la corniche. Et puis ensuite on a l'harmonie de bleu pour les ponctuels. Donc les ponctuels, la menuiserie, les volets et la porte d'entrée. Par contre là-bas, il y a un autre exemple de cette maison-là, en fait, où là elle a été déjointoyée et les joints ont été refaits en ciment. Donc ça, il faut éviter. Parce qu'en fait on ne voit plus les caractéristiques de la maison avec les 3 travées, puisqu'en fait tout se fond dans la couleur de la pierre. Donc en fait là c'est un petit peu dommage parce que du coup c'est une maison qui était très ordonnancée, donc on avait 3 travées, les menuiseries assez hautes, etc. Et en fait, quand on la voit de loin, en fait, on sent plus l'enduit, en fait, et la couleur d'enduit qui devait être plutôt claire. Et donc la maison, en fait, le dessin de la maison disparaît. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre que l'enduit est important au niveau du travail de la structure de la maison. Il faut faire une différence entre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le joint ciment, voire même le joint à la chaux, et l'enduit pierre vue. L'enduit c'est couvrant. L'enduit c'est ça. Ça c'est l'enduit, d'accord? Mais l'enduit pierre vue c'est ça. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose, c'est la même composition, c'est étalé sur la pierre, mais ensuite c'est brossé de façon à ce qu'on refasse apparaître la pierre qui veut bien apparaître sans aller chercher trop loin, et c'est surtout pas faire des joints en tournant autour des pierres. Vous voyez, ici là où on est, là on a fait des joints en tournant autour des pierres. Bon, mais là c'est du pierre. Et là-bas, un peu plus loin, on est un peu entre les deux, mais avec du joint ciment. Donc c'est très mauvais parce que le ciment en fait étouffe la maçonnerie, hein, et crée généralement des problèmes d'humidité à l'intérieur sur des murs qui ne sont pas fondés sur une barrière étanche. Quand on construit quelque chose de moderne, on fait une longue grille, on fait quelque chose d'étanche, ensuite on peut mettre du parpaing ou on peut mettre je ne sais quoi, et puis on n'a pas les remontées, puisqu'on a fait quelque chose d'étanche. Mais toutes ces vieilles maisons ne sont pas faites comme ça. Elles sont faites à même la terre, donc l'humidité est pompée par capillarité dans la maçonnerie, et si vous l'étouffez en mettant des joints en ciment à chaque côté, l'humidité remonte jusqu'à ce qu'elle trouve un moment pour ressortir. Donc un enduit pierre vue qui est un peu taché, c'est pas très beau. En partie basse, c'est pas très beau, mais c'est que ça fonctionne bien. Et ces murs-là, qui sont des murs, c'est encore une autre type de construction en maçonnerie, puisqu'on voit là que les pierres sont assisées. C'est-à-dire que c'est des pierres qui sont choisies avec la même épaisseur, la même hauteur. Vous voyez, à chaque fois, il y a une assise. Donc là, c'est plutôt un espèce de joint. Voilà. Alors que là, c'est pas du tout assisé. Alors là, c'est très très moche, enfin pour moi. Parce que c'est un joint tiré au fer. Oui, mais ça dépend des époques en fait. Oui, non mais voilà, non mais je dis par rapport à la cohérence rue, c'est pas ce que je préfère. Ça plutôt comme ça. Se sont bien appliqués pourtant. Ah mais c'est du travail. Mais c'est pas Oui, c'est tiré au fer. Hein, c'est tiré au fer. Bon, c'est pas très bon. C'est exigeant. C'est pas très bon. Ah, je sais pas si. Hein, vous voulez qu'on aille voir là? Oui. Hein, bon, allez, on peut entrer. Allez, beau la voix, Charles. Oui, bah vas-y, allez-y. Merci. Maison, de ce côté-là, ils sont faits d'enlever.
Ils Ouais. sont pas faits sur la rue. Ouais. Ah, c'est beaucoup plus harmonieux. Et du coup, là, on voit bien la symbolique. On voit bien la différence. Comme on a vu des deux côtés. La couleur est pas mal. Ouais, puis c'est un enduit à la chaux, donc c'est bon ça. Bonne note. On va noter les façades. Faites pareil devant que derrière. C'est ça. Au bord du... Ça va vraiment. Ok, du coup là on voit l'arrière de la maison, là, ce qu'on a un petit peu critiqué tout à l'heure. En fait là, sur l'arrière, en fait, il y a un enduit à la chaux qui a été fait. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet un peu marbré là. En fait, la chaux c'est pas complètement uniforme, hein. Donc c'est travaillé, voilà. Et du coup là on voit bien en fait ce qu'on appelle les modés nature, donc les encadrements en granit. On les voit bien parce que justement l'enduit est clair. Et donc là, on a aussi la mise en valeur aussi des menuiseries, parce qu'elles sont mises en couleur. Et sur cette façade-là, en fait, on a une pierre qui est quand même assez sombre. Donc on a une façade qui est assez sombre. Par contre, les menuiseries et les volets sont peints d'une couleur plus claire. Et du coup, là, ça fait ressortir ces éléments-là. Donc là, on voit bien les deux contrastes qu'on peut avoir. Soit des façades assez claires avec des menuiseries un petit peu soutenues, soit des façades qui sont un peu foncées avec des menuiseries plutôt claires. Donc là, c'est intéressant d'avoir aussi la matérialité, quoi, parce que en fait, la pierre est très présente. Et je vois aussi qu'il y a toutes les toitures sont en ardoise. Donc c'est vrai que ça donne aussi une identité au village, puisque l'ensemble des toitures est d'ardoise. Donc on a une cohérence en fait par rapport à l'ensemble. C'était une maison avec des sœurs qui s'occupaient des jeunes filles de la commune pour leur apprendre, je sais pas, les affaires ménagères, voilà, tel que ça se faisait à l'époque. Donc, et là, vous avez des os. Est-ce qu'on les voit encore? Oui. Voilà. Là, vous voyez, il y a des os. Des os de quoi? Je sais pas, de poulet ou de je sais quoi. Mais je pense que c'est assez drôle, on ne sait pas très bien. Tu te rappelles Eric? Il est où Eric? Ici. Non, il est parti. Je crois que c'était plus ou moins pour tenir la végétation. Ni plus ni moins. Alors là, on voit bien aussi, regardez les pierres massives de base de jambage de la porte, une espèce de grosse pierre de grès qui est là. Bon, on voit bien que ça, c'est une pierre qui est, comment je veux dire, qui n'est pas taillée sur la partie, l'autre partie, elle est brute et elle est faite pour rentrer dans la maçonnerie, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comment je veux dire, une surépaisseur ou quelque chose qui permettrait d'amener l'enduit et de l'arrêter dessus. Hein. Donc là, on est typiquement sur quelque chose de pierre vue. Regardez la fenêtre, c'est la même chose. Hein. Ces pierres-là sont au même nu que la façade. Hein. C'est la même. Il n'y a pas de différence d'épaisseur. Où ça? Là, alors, Il y en a un peu partout, même en haut. alors, très souvent, c'était pour attacher les menuiseries intérieures. C'est-à-dire qu'ils mettaient un bout de bois de façon à ce qu'ensuite ils puissent mettre le dormant à l'intérieur et ils pouvaient clouer, si tu veux. Alors que, évidemment, dans la maçonnerie, ils n'avaient pas les chevilles et les perceuses. Donc ça ne tenait pas. Donc souvent, ce n'est pas. Mais moi j'ai vu ça qu'en Mayenne, enfin je connais pas toute la France, mais c'est vrai que je connaissais pas ça. Ouais. Bah souvent c'est ça, hein. Souvent c'est ça. Voilà. Il doit y avoir une belle poutre à l'intérieur. Ouais, là il y a une poutre, là c'est le bout de la poutre. Bah ouais, voilà. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On voit vraiment la différence de construction avec ce qui est à côté. Où là on a des jambages, des entourages de fenêtres qui sont très dessinés, de façon à pouvoir recevoir l'enduit. Hein, alors que là, c'est pas le cas. Alors je sais pas de quoi. Et puis les linteaux de bois aussi. Il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de. Et là, il y a une grande densité, là. Et là, à côté, on est sur c'est des pierres ciselées également Ou alors croyance, voilà. Oui, c'est ça. Ah ben ces pierres-là ont été taillées. derrière celles qui sont derrière l'enduit. Ah, derrière l'enduit, deux solutions. Soit il y a comme de l'autre côté une pierre sur deux avec je veux dire, une pénétration en retrait
grossièrement bouchardées, et une dans ce sens-là, une dans ce sens-là, de façon à harper le mur, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on en voit une sur deux. Ou alors, quelquefois, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire qu'elles sont montées simplement les unes sur les autres, et puis généralement ça tient moins bien. Mais voilà, il faut casser l'enduit pour le savoir. Et je n'ai pas l'autorisation. Voilà. Voilà. Pardon? Elle date de quand cette maison? Alors là, date précise, difficile, mais elle est antérieure au 19e, donc elle est sur les deux. Ou alors tout début 19e. Mais c'est plutôt 18. Mais je suis pas trop sûr, ça peut être plus vieux que ça, parce que c'est tellement remanié. Mais enfin, c'est pas 19. Ça, à cause des granites qu'on voit bien qui ne sont pas du tout taillés comme on les faisait au 19e siècle. Alors que les volets bleus là-bas, c'est typiquement 19. C'est amusant ça. Il était bien nommé. Ouais. Parce que de toute façon, l'histoire de l'enduit Pierre Vu et de l'enduit, faut bien comprendre que c'est notre façon de voir aujourd'hui aussi. Parce qu'à l'époque, ils enduisaient et puis apparaissait ce qui voulait bien apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas une recherche esthétique dans le mouvement du maçon de faire une vraie différence entre l'enduit et le joint, en quelque sorte. Et souvent, c'était au moment où ils montaient la maçonnerie. C'est-à-dire, ils prenaient la maçonnerie, ils mettaient les pierres, ils mettaient de l'enduit, et puis hop, ils beurraient avec tout ce qui coulait. Et puis c'est tout. Puis on continuait comme ça, et on ne cherchait pas à faire quelque chose de beau. Bon. Et alors après, quand ça a dû être refait, on a adapté une technique pour essayer d'imiter un petit peu ce qui se faisait, mais c'était beaucoup plus rustique que ça en fait. Voilà. Et puis aussi une chose, c'est qu'il y avait peu d'enduit. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y avait peu de... à l'époque, faire de la colle, c'était fatigant. Il n'y avait pas de bétonnière. Il fallait chercher le sable, il y avait de la chaux, il n'y en avait pas tant que ça. Donc on économisait la colle. Et par contre, on mettait le maximum de pierre. Donc les maçonneries étaient beaucoup plus serrées en pierre. Alors qu'aujourd'hui, comme c'est très facile de faire de la colle, on a tendance à mettre beaucoup de colle et un petit peu de pierre. Et du coup, ça ne donne pas le même rendu, forcément. Donc là, c'est juste ce qui est intéressant, c'est cet alignement de maison à flanc de coteaux, avec d'ailleurs tout un tas de difficultés, mais ça c'est une autre affaire, liées au problème des rochers. Mais c'est très très caractéristique. Quand on regarde ça de là-haut, c'est magnifique parce qu'on voit que ça suit la rivière et c'est vraiment d'une très 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 grande élégance. Une photo d'en haut, j'en ai une là, parce que j'avais... voilà, vu d'en haut, c'est... Enfin, je montre pas c'est ça. joli. C'est quand même assez joli. bien ordonné. On voit le... Très joli. Voilà, je sais pas si vous voyez. Enfin, Avant l'époque des drones, vu d'en haut, on voit, c'est plus évident. Voilà. Et là, effectivement, on a déjà pas mal de couleurs différentes qui sont dans des tons que je trouve pas mal. Mais bon, après, ça peut se revoir. Mais... En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a tout un travail au niveau des enduits, et on s'aperçoit que les enduits sont pas très clairs, en fait. Et du coup, ça donne une unité avec les maisons en pierre. En fait, la difficulté dans ces linéaires-là, c'est qu'on intervient entre des maisons en pierre et des maisons en enduit. Et si on fait des maisons en enduit dont l'enduit est trop clair, en fait, ça va faire un effet un peu désagréable. Ça va trop contraster par rapport aux maisons en pierre. On voit celle qui a été refaite, là, qui est un peu plus récente, sans encadrement. En fait, elle est plus claire. Et en fait, on voit qu'elle est moins bien traitée que les autres. Bon, il y a aussi le principe d'ordonnancement en fait, des façades, donc là c'est important. Et puis tout ce qui est encadrement de fenêtres, qui est conservé. Et là on a beaucoup de chance parce qu'en fait les encadrements sont bien, sont propres, et ensuite on a les menuiseries et surtout les volets qui ont été conservés. Et donc là ça permet d'avoir une animation en fait, au niveau des façades et de travailler sur l'ensemble et sur le linéaire de façade avec les volets. Donc voilà. Après on retrouve les couleurs traditionnelles en fait, qu'on a un peu partout, donc les verts foncés. Là, il n'y a pas beaucoup de rouge en fait dans le secteur, mais c'était des couleurs qu'on retrouvait aussi.
Et sinon avec les bleus et les verts en fait qui sont déclinés. En fait le nuancier râle, c'est un nuancier, tout le monde parle de râle, mais en fait c'est un nuancier comment on dit, de référence, mais uniquement pour les menuiseries métalliques, enfin tout ce qui est métallique, les bacs aciers, les menuiseries métalliques. Donc on ne peut pas s'en servir pour le bois et on ne peut pas s'en servir en façade. Et voilà, par contre c'est devenu générique, c'est comme Velux en fait. On parle de râle, alors que c'est le Pantone qui est le Pantone. Alors le Pantone, c'est l'imprimerie. c'est de l'imprimerie, donc c'est voilà. Oui, et du coup en imprimerie, les graphistes ils se réfèrent à Pantone. Mais quand on parle de râle en bâtiment, en fait c'est vraiment, en tout cas pour les façades et tout ce qui est ponctuel, c'est pas possible parce qu'en fait c'est un nuancier qui est très restreint et c'est vraiment pour les menuiseries métalliques. Donc en fait, voilà. Justement, toutes ces références-là, avec l'informatique, qui sont passées sur des références mathématiques. Oui, c'est des références mathématiques. Et donc, Sauf que en fait le problème c'est que quand vous donnez un nuancier à des particuliers ou à des collectivités, vous ne pouvez pas donner des références numériques. Ben parce qu'en fait, pour l'instant, on n'est pas encore assez avancé par rapport à ça. Mais c'est assez compliqué. Et en plus, les gens, quand ils viennent choisir leur couleur pour leur façade, ils leur font un nuancier, en fait. Il faut le voir. Et en plus, les nuanciers, bon, c'est des petites surfaces. Donc c'est un peu compliqué après de se dire, sur cette petite surface-là, ben, je vais la mettre sur ma façade, etc. Donc vous imaginez avec un écran, et après tous les écrans ne sont pas calibrés de la même manière. Et donc c'est compliqué en fait. Ça dépend où on achète la peinture. Voilà, ça dépend. Voilà. Donc en fait, moi, je viens d'imprimerie. Oui, mais c'est assez compliqué quand on veut faire, quand on veut imprimer des nuanciers, quand on fait des chartes chromatiques et qu'on veut imprimer des nuanciers. Et s'il n'y a pas un travail de photocomposition, enfin un travail sur la couleur, en fait c'est assez dur de restituer les couleurs exactes par rapport à un nuancier fabricant de peinture. Parce que là vous êtes en encre. Voilà. Je pense qu'il y avait plus d'écart avant quand on utilisait des référenciers que des valeurs. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet en fait. C'est un sujet. Ouais. Parce qu'en fait, nous, quand on fait des chartes chromatiques, donc on travaille sur écran. Après, on transforme ça en PDF pour que les municipalités, enfin les collectivités, puissent le mettre sur le site. Donc c'est des PDF qu'ils mettent. Donc déjà là, il y a une distorsion. Et ensuite, les gens qui regardent sur écran, tous les écrans ne sont pas calibrés de la même façon. Et si en plus, les mairies, font des impressions, suivant la qualité du papier, la qualité de l'impression, en fait, on peut avoir des écarts incroyables. Et du coup, c'est assez dur à gérer. Ça, c'est un des problèmes à gérer. C'est pour ça que je me disais, c'est très bien d'avoir des références. Avoir des références numériques, parce que là, du coup, c'est mathématique. Voilà. Oui, non, mais c'était pour... si vous faites un petit trajet, vous pouvez apprendre... Voilà, ça c'était pour dire pourquoi Chaillan aussi qu'on a choisi, on en a parlé aussi tout à l'heure, parce que c'est une petite cité de caractère. Donc c'est une petite cité de caractère, c'est un label qui est né en Bretagne avec une dame qui est aujourd'hui ministre, qui s'appelle Madame Gattel. Et c'est un réseau donc, qui a été créé dans les années 70 et qui essaye de montrer justement comment on peut valoriser et préserver les petites communes qui n'ont pas beaucoup d'habitants et qui ont un patrimoine assez remarquable. Et du coup, c'est un engagement pour les collectivités et les particuliers à restaurer ces bois. Donc en France, on voit aujourd'hui, il y en a beaucoup, des petites cités de caractère, il y a des trous encore, mais parce qu'on voit bien que c'est né dans l'Ouest. Et puis aujourd'hui, en Mayenne, il y en a 8, donc une homologable qui est Cran, qui n'est pas encore tout à fait petite cité de caractère, et sinon les autres, c'est Sauge, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Pierre-sur-Herbe, Sainte-Suzanne, La Selle-et-Château, Chaillan, Parnay-sur-Roc et Cran. Donc c'est des communes qui ont un engagement pour essayer de respecter et de faire aussi bien de l'animation, de la préservation de patrimoine et d'essayer de faire des choses pour que ça soit bien pour tout le monde et entre autres pour le bâti et pour les habitants. Donc Chaillan, on l'a vu, on a vu aussi que l'importance d'un site géographique, du site, c'est important aussi. Ce village, il a aussi son identité aujourd'hui, c'est aussi par sa situation. Et puis dans les petites cités de caractère, ceux qui sont ces petites cités de caractère le savent, mais il y a souvent un dessin qu'on appelle un plan cavalier, et du coup qui présente la commune et qui montre depuis un système
système où on voit comment le bâti est depuis en haut, avec justement son site, que ce soit aussi bien l'eau que le végétal, les coteaux, etc. Donc, dans la plupart des petites cités de caractère, vous avez ces plans cavaliers, et ils continuent à se faire aujourd'hui pour ceux qui n'en ont pas encore. Voilà, et sur ça on va aller très vite, du coup on vous donnera tout à l'heure, où il y en a là-bas, vous pourrez prendre. Voilà le petit document qui existait, que vous connaissez, donc ancien, qui doit dater des années 2000, je ne sais pas bien de quand, parce qu'il n'y a pas de date sur ces documents, qui donc est pour toutes les petites cités de caractère de Mayenne, et qui parle de couleurs. Voilà, et aujourd'hui, Petite Cité de Caractère nous a demandé en tant que CLE de revoir le document et d'essayer de l'actualiser. Donc les petites cités de caractère, en ce moment, ça a dû passer dans vos mairies pour que vous regardiez un peu là où on en est dans ce travail, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui devrait être changé. Et ce document-là, d'après ce qu'on nous dit, dans les mairies, vous sert surtout à faire parler de votre village aux gens qui arrivent dans le village, pour dire qu'il faut faire attention au patrimoine, il y a quelque chose à respecter. Et on va en tirer tout le monde, mais pas beaucoup. Après, il y avait quelque chose dans ta présentation. Donc il y a quelqu'un, quand nous, en tant qu'architecte, on parle des couleurs, ou on a entendu parler, qui s'appelle Jean-Philippe Enclos. Qui s'appelle toujours. Oui, parce qu'il est encore vivant, même s'il a peut-être, il a moins de 80 ans, ou il a autour de 80 ans aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a mis en avant en France la couleur dans les communes, dans l'architecture, et en parlant d'abord de ce qu'on trouve, des matériaux du sol, etc. Donc quand il y a encore une agence atelier 3DC. 3 couleurs ou 3, oui. Ça veut dire à 3DC. À 3DC qui existe et il travaille encore. Donc avec, il appelle ça la géographie de la couleur, parce qu'il montre aussi que ça dépend où on est aussi, toutes les couleurs. Voilà, et après il fait des harmonies, mais Martine elle a dit plein de choses sur ça, donc je vais pas, voilà, c'est pas le domaine à nous, voilà, on va laisser Martine parler. Oui, on peut avoir là, comme ça, l'indépendance. Bah non, mais... oui, je suis très indépendante, comme fille. Celui-là, oui, ok. Ouais, je pense que je vais ok, alors on a dit déjà pas mal de choses sur la couleur, mais en fait, là, je vous fais un petit récapitulatif et on va repartir sur un petit peu les bases pour savoir qu'est-ce que c'est la couleur exactement. Parce qu'en fait, on a tous une idée de ce qu'est la couleur, mais ça permet de faire un peu le point là-dessus. La première chose, en fait, c'est la lumière. On n'a pas les mêmes perceptions de la couleur quand vous avez une lumière du matin ou une lumière du soir. Ça, tout le monde l'a expérimenté. Les lumières du matin sont un peu plus froides et les lumières du soir un petit peu plus chaudes. Donc en fait, ça va changer un peu la perception. Là, on voit déjà sur la pierre, ici, quand on est arrivé, le soleil couchant, enfin, en fin de journée, apparaît sur la pierre, et du coup, la pierre paraît encore plus chaude que le matin. Donc ça, c'est important de prendre en compte les orientations par rapport au bâtiment sur lequel vous allez travailler. Sans matière, en fait, on n'a pas de couleur. Hein, il faut vraiment qu'il y ait un support. Donc ça, c'est très important, puisque ça permet de voir un petit peu comment se matérialise la couleur. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Et on voit bien aussi que, suivant les matières, la perception de la couleur est différente. Entre un enduit à la chaux, un enduit préfabriqué, et puis une couleur métallique. Donc on n'a pas du tout les mêmes perceptions. Donc ça, c'est important aussi de vous rendre compte de ça quand vous faites un projet de coloration de façade. Ou sur un village, quand vous travaillez sur un ensemble coloré. Donc effectivement, donc la lumière, la matière, et puis l'observateur. Alors c'est pour ça qu'on dit que, en fait, c'est très important l'œil que vous avez. Alors là, c'est un peu flou, mais vous pouvez... c'est un test de daltonisme, en fait. Donc là, c'est bien, on ne voit absolument rien. Alors voilà, en fait, normalement, il faut voir si vous voyez les numéros, c'est que tout va bien, vous n'êtes pas daltonien. Donc voilà, en fait, le principe, tout simplement, c'est qu'une lumière se réfléchit sur un objet et votre œil analyse, en fait, la couleur. Bon, tout le monde voit les chiffres, là? C'est bon?
En haut à gauche. En haut à gauche, c'est un peu dur, même moi je ne le vois pas. C'est un 7. C'est un 7, ouais. Ah oui. Donc voilà. Mais en fait, c'est juste pour vous dire qu'en fait, les couleurs vraiment jouent entre elles, donc ça peut perturber la perception. Les trois caractéristiques de la couleur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a la couleur, pour ceux qui font un peu de peinture, vous savez ça. Donc il y a les primaires, les secondaires, les tertiaires, etc. Donc il y a la caractéristique principale, c'est la couleur. Sur le cercle chromatique, où est-ce qu'on se situe? On est jaune, on est bleu, on est vert, on est rouge. Okay. Ensuite, on a la saturation, c'est-à-dire quelle est la quantité de pigments que vous mettez dans votre mélange, avec sur une échelle de gris, et avec des couleurs qui sont très saturées. Souvent on entend vous désaturer la teinte, vous la descendez, en fait ça veut dire qu'on descend la saturation de la teinte. Donc on arrive à des couleurs qui sont beaucoup moins vives et beaucoup moins franches. Et en architecture, en patrimoine, en général on utilise des couleurs qui sont désaturées. Donc on voit assez rarement des couleurs très fortes, très vives. Les couleurs très vives, ben, c'est pour des toutes petites ponctuelles, des petites vitrines, des petites choses comme ça, mais c'est vraiment pas en grand aplat. Donc ça c'est important de connaître la saturation. Et ensuite on a la luminosité. Donc là c'est sur l'échelle du blanc au noir. En fait en haut on a des luminosités qui sont très fortes. En fait c'est la quantité de lumière qui est réfléchie par la couleur. Et plus on va vers le noir, en fait, moins la lumière, enfin moins la perception de la couleur se fait. Donc en fait on joue sur ces trois données. Donc on a la couleur, la position de la teinte sur le cercle chromatique, la saturation, quantité de pigment dans la couleur, et la luminosité, c'est la quantité de lumière qui est réfléchie. C'est pour ça qu'en façade, en fait, c'est très important cette donnée de luminosité, puisque certaines couleurs ne peuvent pas être mises en façade, parce qu'en fait, elles ne réfléchissent pas suffisamment de lumière, et du coup, les UV sont absorbés par la façade, et du coup, ça donne il risque d'avoir des chocs thermiques, en fait, et un réchauffement de la façade. Donc en fait, il y a certaines couleurs, en plus du fait que sur certaines teintes, les UV sont mangés, enfin les couleurs sont mangées par la lumière, et donc en fait votre façade pâlit. Enfin ça c'est typique des façades qui sont très colorées, en fait au bout d'un moment, ben, on perd la couleur, c'est la saturation est trop forte. Il y a aussi certaines teintes en fait qui ne tiennent pas du tout aux UV, donc tout ce qui est rose, tout ce qui est violet, parme, et les jaunes très saturés. En fait ça c'est les couleurs qui passent très vite. Souvent c'est des pigments qui ne sont pas forcément organiques, et du coup ça passe. Donc en fait ça c'est les trois données qu'on retrouve dans les nuanciers. Donc la teinte, la saturation et la luminosité. Alors la perception. Je ne sais pas avec qui on parlait de perception de teinte entre les nuanciers, les écrans, etc. Donc là c'est juste un petit exemple pour vous montrer. Donc combien y a-t-il de teintes en haut à gauche, avec ce que je viens de vous expliquer. Alors non, ça ne sert à rien de compter, en fait, il n'y en a qu'une. Parce qu'en fait, c'est une seule couleur qui est désaturée ou saturée et qui est lumineuse ou moins lumineuse. Mais c'est une seule teinte. C'est une teinte avec plusieurs variations. Okay. Les nuances de gris, alors là, bon, c'est toujours un peu la perception entre les écrans et la lumière. En fait, on voit un gris neutre, suivant comment il est placé sur une couleur froide ou une couleur plus chaude. En fait, comment il réagit sur une couleur foncée ou une couleur claire. En fait, on a l'impression qu'il change, que ce n'est pas la même teinte. En fait, c'est la même teinte. Donc pareil, pour les nuances de bleu, c'est absolument les mêmes, sauf que là, on les perçoit complètement différents. Alors, tout le monde le voit. Parce qu'en fait, chacun a une perception particulière. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un vous demande une couleur, on n'a pas forcément la même perception que cette personne-là. Donc c'est quand même assez compliqué de se mettre d'accord sans nuancier précis. Et sinon, bon, les gris colorés, donc là on voit pas très bien, mais normalement on a des gris neutres, hein, ça c'est la base entre le blanc et le noir, donc voilà. Et puis si on rajoute une toute petite pointe de couleur, on a soit des gris colorés chauds, soit des gris colorés froids. Alors c'est vrai que les gris colorés sont assez souvent utilisés, bon là ils sont un peu saturés, mais sinon on les utilise assez régulièrement, en tout cas pour tout ce qui est menuiserie et volets, en déclinant les couleurs. Fonction de la couleur, bon, je ne vais pas revenir dessus, c'est très utilisé en marketing. Hein, toutes les marques, quand vous pensez à un logo, c'est relié à une couleur. Donc ça c'est vraiment utilisé en design industriel et en marketing. Et souvent, c'est le côté psychologique de la couleur qui est utilisé pour ça. Il y a certaines couleurs qui ravivent, qui font sourire. Par exemple,
Vous regardez un rose, bon, ça vous met un peu de bonne humeur, quoi. Vous regardez un noir, ça vous met moins de bonne humeur. Donc voilà. En fait, il y a une influence psychologique des couleurs. Je ne rentre pas là-dedans parce qu'en fait, c'est assez compliqué, et puis après, ça peut devenir assez ésotérique. Donc, voilà. Mais bon, c'est des choses à savoir. Une façon d'intervenir avec la couleur, c'est une intervention artistique. Donc là, j'ai mis quelques exemples de décors qu'on trouve plus en Europe de l'Est avec les enduits travaillés ou en Italie. Et puis, bon, tout ce qui est street art, en fait, qui est développé plus ou moins. La couleur est utilisée en fonction d'intégration, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise la couleur pour l'intégrer. C'est ce qu'on a vu un peu sur le quai tout à l'heure. En fait, on a intégré les bâtiments en enduit, on les a intégrés à la couleur de la pierre en utilisant un enduit un peu de cette couleur-là. Donc il y a un phénomène d'intégration par la couleur. Animation, ça c'est un peu passé de mode maintenant. C'est ce qu'on faisait sur les grands ensembles dans les années 70, 80, 90 en fait. On animait ces grandes barres d'immeubles en fait en utilisant de la couleur. Donc ça permet d'animer les bâtiments. La personnalisation, donc là on voit bien sur comment est-ce qu'on utilise une couleur pour personnaliser sa façade ou son entrée. Donc ça permet de signaler en fait aussi des choses. Donc là on a aussi des exemples de signalisation par la couleur. Donc là c'est typiquement les devantures commerciales. On se signale par la couleur. Ou alors une école. En fait souvent on retrouve des couleurs un peu primaires pour les écoles. Bon voilà, c'est un peu un schéma qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est une façon d'utiliser la couleur en architecture. Alors là j'ai mis quelques exemples. Et ça permet de comprendre un peu mieux toute la peur qu'on a par rapport à la couleur. Parce qu'en fait, effectivement, la couleur, c'est quand même une histoire de goût. Bon, c'est assez culturel quand même, mais c'est aussi un peu une histoire de goût. Mais bon, quand on parle d'architecture, c'est bien aussi de se dire que c'est relié à des choses assez objectives. On verra ça un petit peu plus loin. Donc là, il y a quelques exemples de colorations qui peuvent être plus ou moins bien perçues. Alors, il y a un exemple en Angleterre, la vitrine vert pomme. Bon, voilà. Bon, maintenant, c'est en Angleterre, donc ça ne choque personne. Vous ferez ça ici, ça ne serait pas possible. Et puis après, il y a des essais de teintes qui sont plus ou moins bienvenus. Et sur certaines architectures, c'est un petit peu dommage d'utiliser la couleur de cette façon-là. Parce qu'en fait, ça ne va pas avec la typologie de la maison. Ça ne va pas avec l'époque de la maison. Ça ne va pas avec l'époque du bâtiment. Et ça n'a rien à voir avec l'identité de la ville ou du quartier ou de la rue. Donc, typiquement la maison rose là, c'est fait sans autorisation, maison 19e, donc ça c'est une couleur qui vient de nulle part. Donc c'est quelqu'un qui a dit moi j'aime bien le rose, je la mets. Sauf qu'en fait ça n'a rien à voir ni avec la typologie, ni avec la rue, ni avec l'ambiance. On la sent plus à Cherbourg. Enfin ça, voilà. Et les autorités municipales n'ont aucune autorité pour... Alors en fait, si, après c'est une volonté politique, c'est-à-dire on peut faire un procès verbal et on peut demander à cette personne de ravaler de nouveau sa façade, mais souvent c'est pas fait. Bon là on a de la chance, c'est du rose, donc ça va pas tenir. Donc en fait ça va tenir 2 ans, 3 ans, mais bon après ça va tenir. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça c'est un problème. Et c'est pour ça qu'en fait c'est intéressant d'avoir une charte chromatique, d'avoir au moins un guide en fait. Comme ça les gens savent où est-ce qu'ils vont. Et ça permet aussi d'expliquer quand les gens viennent se renseigner, de se dire bon voilà, ça je peux pas le faire pour telle et telle et telle raison. Et du coup on évacue un petit peu ce côté très subjectif du style j'aime le mauve donc je vais en mettre sur ma façade. Donc après, il y a une mode aussi de peindre, de faire des bâtiments qui sont monochromes. Alors sur l'architecture contemporaine, ça peut passer. Par contre, en fait, là, la porte d'entrée, on la voit même pas, on ne sait même pas où elle est. Donc c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir complètement gommé la porte d'entrée de l'immeuble. Après, on a aussi un bâtiment 19e, et là, on voit que tout a été peint, tout a été repeint, même les mots des natures, les encadrements de fenêtres. Donc en fait, on perd la lisibilité du bâtiment puisque tout a été fait de la même façon. Et puis après, il y a eu des exemples. Alors, dans les années 2010, on a commencé à mettre des couleurs très sombres sur les bâtiments. Maintenant, vu les problèmes de réchauffement climatique, on va peut-être commencer à se dire, non, on ne va pas mettre de noir. Alors en plus, le noir, ça ne tient pas du tout sur les bâtiments, et en fait, ça se dégrade très vite.
Donc il y a beaucoup de bâtiments qui ont été peints, voilà, et au bout de, en général c'est 8 ans, en fait on commence à avoir des désordres qui apparaissent, parce que justement ça conserve la chaleur, et du coup ça crée des dommages au niveau des enduits. Et puis après il y a toutes les vêtures en fait, qui sont développées par les fabricants, et qui sont utilisées à plus ou moins bon escient. Alors, en fait, quand on parle de couleur, on ne parle jamais d'une seule couleur. Vous voyez ici, on est complètement environné de couleurs différentes. Donc, on travaille sur les harmonies, sur des contrastes, et ces contrastes-là apportent des effets de couleur. Donc, on a les premières harmonies, c'est les monochromes, c'est-à-dire on prend une couleur et on ne travaille que sur cette teinte-là. On a quelques exemples en architecture contemporaine ou en bâtiment ancien où on a une seule couleur manquée. En deux couleurs, ça c'est ce qu'on retrouve le plus sur les façades anciennes, en fait, où on a une couleur de fond, donc c'est souvent la pierre, la brique, l'enduit, et puis on a les encadrements de fenêtres qui sont mis en valeur, des bancs de bois qui sont mis en valeur par rapport au remplissage. Et puis en architecture plus contemporaine, enfin plus moderne, l'architecture de la reconstruction, on a le fond de façade qui est mis, qui est d'une couleur, et les modélatures qui sont ensaillies, en fait, qui sont travaillées d'une couleur. Le noir et blanc, ça c'est une grande mode, alors ça c'est pareil, on oublie. Donc là, il faut refuser tout ce qui est blanc et noir, que ça soit... Parce que c'est pas du tout caractéristique, alors surtout dans votre région, hein, c'est vraiment pas du tout caractéristique. Et en plus, c'est une mode qu'on retrouve maintenant partout en France. Donc qu'on soit en Bretagne, en centre, en Touraine, dans le sud de la France ou dans l'Est, on retrouve ces harmonies-là. Donc en fait, on perd complètement toutes les caractéristiques régionales. Donc voilà. Et en plus, ça crée un effet c'est un contraste très fort. Alors qu'en fait, on voit typiquement sur des villages anciens comme ça, où les contrastes étaient beaucoup plus doux. Donc il y a ça. Polychromie, alors ça c'est un effet aussi qu'on retrouve, qu'on peut travailler sur les architectures contemporaines, puisqu'on a des vêtures qui sont différentes. Ou alors cet essai à Brest, en fait, où on a laissé un peu les gens faire sur certaines rues. Là, vous êtes de Brest? Oui. Sur cette rue, en fait, on a laissé les gens faire eux-mêmes leur couleur. Alors, le côté sympa, c'est que du coup, c'est très coloré, tout le monde en parle. Et l'autre côté, c'est que, alors cet exemple-là, ça passe à peu près, mais sinon, il y a d'autres rues, en fait, où tout ce qui était... enfin, les gens ont pris leur maison telle qu'elle est, et n'ont pas du tout travaillé sur les linéaires de façade. Alors que c'est des maisons qui sont toutes pareilles, avec des modénatures. Et donc, en fait, on a une espèce de cacophonie en fait, qui se crée entre les bâtiments. Alors s'il y avait eu une idée d'ensemble sur les façades, avec un principe que tout le monde aurait gardé, ça aurait pu donner des choses intéressantes, même si après on laissait libre cours aux gens de travailler sur leur façade. Donc sur des linéaires comme ça, on voit bien l'importance de travailler sur l'ensemble et qu'une couleur n'existe jamais toute seule. Alors en ton sur ton, le ton sur ton, c'est une couleur qu'on décline en saturation et en luminosité. Donc là, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on fait toutes les ponctuelles, donc les menuiseries, les volets, les portes. En fait, on prend une couleur et qu'on sature ou pas, qu'on désature pour ces trois éléments-là, ou les garde-corps. Donc voilà. Ça, c'est le ton sur ton. Le camailleux, on va utiliser des couleurs qui sont très proches sur le cercle chromatique. Donc typiquement, c'est ce qu'on retrouve là sur ces exemples-là. Surtout quand on a des changements de matière. En fait, il est assez difficile de retrouver exactement la même couleur entre un râle, par exemple, une peinture et un enduit, ou la couleur d'une brique. Et du coup, là, on travaille en camailleux. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un ensemble, même si on n'est pas exactement sur la couleur. Le contraste chaud-froid, c'est un des contrastes qui est le plus utilisé, ce qu'on a vu en fait quand on s'est baladé. Donc on a des enduits chauds et souvent les menuiseries et les portes sont dans une couleur froide. Donc là on travaille sur le contraste chaud-froid. Et sinon le contraste de surface, on a des grandes surfaces de teinte avec des petits éléments qui sont dans les couleurs plus vives. Le poids des couleurs, ça vous avez dû en entendre parler. On en parle un peu plus quand on travaille sur l'intérieur. Donc en fait les couleurs chaudes ont tendance à être plus lourdes, plus denses. C'est une perception ça. Hein. Les couleurs froides, ça permet d'alléger un peu les bâtiments. Et sinon un effet de phare, c'est qu'on travaille à une monochromie en fait sur des bâtiments qui sont imposants. Et là on travaille qu'avec une seule couleur et on a un effet de phare. Ça c'est des effets qu'on retrouve aussi
dans certaines rues, en fait, où il y a un bâtiment qui est en couleur et pas les autres. Donc il faut pouvoir assumer. En fait. L'effet trou noir, alors ça, c'est un effet qu'il faut vraiment comprendre, surtout maintenant avec cette grande mode de mettre les menuiseries en noir, et sans remettre forcément les partitions à deux vantaux. Une fenêtre, il y a deux vantaux, donc ça crée quand même un dessin. Si vous enlevez ça et vous mettez les menuiseries noires, on a ce qu'on voit en bas, c'est-à-dire qu'on a des trous noirs dans la façade. Donc là, la fenêtre disparaît en fait. Alors sur certaines architectures, c'est volontaire, ok, pourquoi pas. Sur de l'architecture ancienne, en fait, ça crée vraiment, ça fait un peu... ça crée vraiment des trous noirs sur la façade, donc c'est pas très agréable. Puis on perd la lisibilité du bâtiment. L'effet d'immersion, ça c'est plutôt en intérieur en fait, où on utilise une seule teinte pour l'ensemble. Les orientations de la lumière et les reflets, bon ça c'est vraiment lié à l'orientation du bâtiment. Quand vous travaillez sur un bâtiment, comment est orienté mon bâtiment? La lumière du matin, la lumière du soir, est-ce qu'il est toujours à l'ombre? En fonction de ça, vous pouvez utiliser des couleurs plus ou moins foncées. Puis après, on a le travail sur les reflets, mais ça c'est plus en architecture contemporaine où vous travaillez sur des vêtures. L'intervention de la couleur dans la ville, alors il y a trois approches possibles, l'approche historique, paysagère et esthétique. L'approche historique, c'est les ABF. Donc là, c'est vraiment la couleur liée à l'histoire du bâtiment. Donc on regarde de quelle époque est le bâtiment et on se rapproche le plus possible de ce qu'on connaît historiquement. Sur certains monuments historiques, on fait des relevés stratigraphiques, c'est-à-dire qu'on va gratter en fait, les menuiseries ou les enduits pour retrouver la première couleur. L'approche paysagère, donc là, Carole en a parlé tout à l'heure, c'est une théorie développée par M. Enclos. Donc là, c'est vraiment, on prend les matériaux du coin qui ont été utilisés à la base. Donc là, typiquement, les pierres, les granites, ces choses-là qui donnent une identité à la ville. Et donc là, on voit bien, en fait, dans les photos du haut, on est vraiment dans le sud de la France, hein, des carrières d'ocre. Donc en fait, typiquement, les façades étaient ocrées. Voilà. Après, là, on est sur des choses un peu plus ocre jaune. C'est souvent les ocres. Et puis en bas, on est vraiment sur des structures en pierre. Enfin, donc là, c'est vraiment la pierre qui donne l'identité. Bon, là, je ne vous demande pas de reconnaître partout, mais on voit bien qu'en fait, suivant les villes, on a une identité chromatique très forte. Bon, qui reconnaît au moins une? Allez, facile. Pays basque. Le rouge basque. Donc là, on ne peut pas y échapper. Donc en fait, c'est ça l'identité chromatique, c'est vraiment les qualités chromatiques d'un ensemble. Approche esthétique, alors là, c'est un petit peu un mix des deux, en fait. On se base sur l'architecture, la composante de la typologie et de l'environnement, du paysage, donc des matériaux utilisés et comment est-ce qu'on peut travailler sur les couleurs avec ça. Donc là, on a la typologie de la reconstruction. Donc là, on est détravé, on a des monnaies nature qui ressortent, etc. Donc on peut travailler là-dessus pour mettre en valeur les bâtiments et le côté très graphique des bâtiments. Et sur les typologies anciennes, eh ben, on va se rapprocher un peu plus de ce qui existait à l'époque, avec des enduits à la chaux. Les sables étaient donnés soit par des collants, soit par les sables utilisés. Et donc on a des ambiances qui sont différentes. Je vais vous expliquer comment on fait une charte chromatique un peu rapidement. J'ai mis l'exemple d'Audierne. Alors Audierne, c'est petite ville après Quimper, là, presque au bout de la Bretagne. Et donc on est vraiment bord de mer, ambiance très granitique. Et donc l'identité, c'est façade plutôt blanche, toutes les toitures sont en ardoise systématiquement. On a les façades qui sont plutôt claires et on est en bord de mer. Donc ça permet déjà de situer un petit peu les choses. Et en fait, les bâtiments, donc 19e ou un peu avant, donc les enduits sont plutôt clairs et on a tout ce qui est encadrement, c'est du granit. On a quelques maisons en pierre. Donc voilà. Alors, quand on fait une charte chromatique, on part des relevés qu'on va faire sur le terrain. Donc on se balade avec des nuanciers et puis on repère les couleurs des pierres, les couleurs des enduits, si on a, des enduits anciens, si on en a, pour avoir une base en fait, de données qui permettent en fait après de travailler sur le nuancier. Donc là, on a des enduits, des façades pierres et des enduits qui sont plutôt clairs en fait,
sur l'ensemble de la ville. Donc les couleurs de pierre, ça c'est important parce que c'est ça qui va donner, comme il y en a quelques-unes, c'est ça qui va donner l'ambiance générale. Après on fait un relevé au niveau des portes. Donc là on voit qu'on a un petit peu de tout, on n'a pas de couleur très très vive, très claire. Donc on a encore quelques rouges, on a quelques portes qui se transforment avec du noir. Donc voilà. Les points de vigilance, typiquement, c'est sur la perte en fait sur les bâtiments, en fait, ce qu'on perd. Quand on change les menuiseries, on perd les devantaux, donc on perd le dessin, les petits bois. Donc je vous fais grave des tout petits bois. On perd tout ce qui est volet, en fait. Donc on n'a plus de volet, quasiment plus. Et du coup, c'est vrai que l'identité, enfin, les relevés chromatiques se font là-dessus. Et c'est des points de vigilance parce qu'en fait, on crée sur les façades, en tout cas, en créant un contraste très fort noir et blanc, comme c'est maintenant à la mode, on crée des façades qui sont beaucoup moins intéressantes et qui, avec un effet de trou noir, en fait, typiquement sur la crêperie du haut. Alors, il y avait des volets, en tout cas, les menuiseries étaient blanches. Et quand on voit maintenant avec les menuiseries sombres, du coup, ça fait des trous noirs. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde au niveau de la couleur et qu'on explique un petit peu aux gens pour montrer que c'est important de conserver la trace un peu de ce qui existait. Ensuite, je fais un petit récapitulatif sur les typologies. Bon, là, je vais vous passer les typologies classiques, maisons du 19e siècle. Ensuite, les éléments de la charte. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais un nuancier, façade et ponctuel. Ponctuel, c'est menuiserie, volet, porte, garde-corps. Suivant les typologies, parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Et je fais des schémas d'harmonie. Ça permet de travailler, en fait, montrer un petit peu les différentes harmonies qu'on peut faire avec les couleurs du nuancier. Après, je fais un mode d'emploi. Parce qu'en fait, on parle de couleurs. Souvent, les gens, ils arrivent, je veux mettre ma maison en bleu. Bon, non, je veux mettre ma maison en ocre. Ok, votre maison, elle est comment? On commence par ça. Quelle est la typologie? Quelle est l'architecture de la maison? Et quels sont les éléments à mettre en valeur? Est-ce qu'il y a des encadrements? Est-ce qu'il y a des chaînes d'angle? Est-ce que l'enduit est de quelle qualité? Est-ce qu'il vous reste des menuiseries sont comment? Les volets sont comment? Etc. Donc ça permet d'étudier un petit peu et de mettre en valeur, enfin de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en valeur par la couleur. On ne commence pas par la couleur, on commence par l'architecture. Donc on fait ça et ensuite on travaille sur la couleur la plus importante, c'est-à-dire la façade, la couleur de façade. Ensuite on travaille sur les ponctuels, donc les menuiseries, les volets, et pour terminer avec la porte d'entrée et les garde-corps. Bon, ça je vous passe parce qu'en plus là, avec la lumière, ça ne donne rien du tout. Donc les nuancés sont comme ça, par rapport à la question qui avait été soulevée. Là en fait, je mets une référence d'un nuancier. Alors c'est un nuancier, c'est la seigneurie chromatique. C'est un des nuanciers qui est très connu sur le secteur. Alors moi je regarde en général quels sont les fabricants du secteur et qui les distribue pour voir si c'est pertinent de mettre ce nuancier-là plutôt qu'un autre. Mais c'est bien d'avoir un nuancier de référence, en sachant que les fabricants peuvent se contre-typer les uns les autres. Mais bon, il faut quand même une référence. Donc là on est parti sur la seigneurie. Donc ça c'est le schéma d'harmonie, c'est-à-dire qu'avec les nuanciers, je propose des harmonies faisables en fait. Ça permet de guider un peu les gens. Voilà. Et après, je fais des exemples en fait sur les typologies que j'ai dessinées. Donc là, on met en situation en fait le nuancier. Ça permet de montrer un petit peu aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec les couleurs du nuancier. Donc voilà. Et là, on prend en compte tout ce que j'ai dit, l'orientation du bâtiment, la typologie du bâtiment, son époque, les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur, qu'est-ce qui est conservé, etc. Et après, moi, je finis souvent par un linéaire de façade. Comme on l'a vu en bas, en fait, ça permet de montrer que le nuancier, enfin, quand je conçois les nuanciers, on peut les utiliser sur les différents bâtiments, en fait, même si on n'a pas un linéaire d'une même époque, en fait, on peut utiliser les nuanciers. Donc, ce qu'il faut retenir, une couleur n'existe jamais sans lumière ni matière. Hein, voilà. La couleur n'existe jamais toute seule, mais toujours en relation avec d'autres teintes. Et la couleur d'une architecture est liée à sa typologie, à son tout contexte. Voilà. Si vous tenez ces trois choses-là, c'est bien. Voilà, merci de votre attention.